Donc, s'il existe un corps humain qui déborde, c'est le corps obèse, un corps excédentaire, un corps en trop, dont il faut coûte que coûte se débarrasser, un corps sous attaque qui devient simultanément la clientèle cible des chaînes de restauration rapide, des salles d'entraînement et des produits amaigrissants. Un corps enveloppe qui résiste au moulage et au ciselage prescrits par la société occidentale. Un corps qui, d'un côté, est exulté des normes de beauté et de l'autre, est complètement fétichisé. Un corps qu'on humilie dans le métro londonien à coups de pamphlets haineux que vous avez sous les yeux. Un corps à la fois visible et invisible, qui demeure difficile, voire impossible à normaliser, malgré l'émergence et la popularité croissante du body positivism et d'autres mouvements prônant la diversité corporelle. Le corps obèse et le corps gros restent encore un véhicule de la différence, un corps autre, mais pas un corps comme un autre. Avec cette communication, je me propose donc d'explorer le traitement du corps obèse et du corps gros au féminin dans 2 romans contemporains américains. Donc, dans l'introduction de Is Everyone Hanging Out Without Me and Other Concerns, l'auteure et comédienne américaine Mindy Kaling évoque son indice de masse corporelle, peu désirable, et ce sont ses mots, comme une des raisons qui prouvent qu'elle n'est pas apte à promulguer des conseils à ses lectrices et ses lecteurs. Ainsi, elle associe l'adiposité de son corps à d'autres manifestations de son caractère juvénile, comme le fait de n'avoir jamais d'argent comptant sur elle. Sa silhouette et son poids deviennent, dans sa lecture d'elle-même, une manifestation visuelle d'une personnalité irresponsable ou négligente. Cette association entre un corps trop gros et un caractère immature est un trop répandu, notamment dans la littérature pour jeunes adultes, comme le révèle Lindsay Averill. Elle nomme à titre d'exemple The Girl of Fire and Thorns, un roman de Ray Carson publié en 2011, et affirme qu'au tout début du livre, Elisa est une grosse fillette qui ne s'est pas encore réalisée en tant que femme. Au fur et à mesure qu'Elisa acquiert de la maturité, son obésité disparaît sans effort. Le changement physique est directement lié au changement dans la perception qu'on a du personnage. D'une femme velléitaire, elle devient une héroïne, maître de son domaine. Donc elle devient une reine, finalement. Dans un nombre consternant de romans, maturité et grosseur sont complètement incompatibles. Le poids excédentaire devient une symbolique d'une faute morale. Si c'est vrai des romans pour la jeunesse, ce ne l'est pas moins des romans pour adultes, notamment 13 Ways of Looking at a Fat Girl de Mona Awad, paru en 2013, et Skinny de Diana Spelcher, publié en 2011, sur lesquels je vais me pencher aujourd'hui. Tout au long de cette communication, il ne faudra pas oublier que les héroïnes dont je parle jouissent d'un grand nombre de privilèges, puisque hétérosexuelles, cisgenres, blanches, non pauvres, et puis able-bodied. Donc, et la grosseur peut prendre une toute autre signification avec des personnages comme Precious dans Push de Sapphire, par exemple. Donc, comment mesure-t-on la grosseur ou l'obésité? Il ne faudrait pas d'abord, en fait, entendre ces 2 termes comme des synonymes. Si l'obésité est une pathologie qu'on diagnostique lorsqu'un individu présente un indice de masse corporelle supérieur à 30, être considéré gros ou grosse relève d'une réalité beaucoup plus ambiguë. La plupart des académiciens qui se penchent sur ces questions choisissent consciemment d'éviter les dénominations comme overweight ou obese, termes qui sont dans l'imaginaire populaire considérés comme neutres ou politically correct, mais qui sont en fait associés à une pathologie et qui contribuent à marginaliser les individus décrits. Ils préfèrent alors employer le vocable « fat », que j'ai traduit aujourd'hui par gros, faute de meilleure traduction, qui devient sous leur plume un descriptif comme un autre, une observation qui n'est pas liée à l'insulte. Par contre, comme le rappelle Deborah Lupton dans son ouvrage « Fat », en soi, fat n'a pas de sens défini. C'est le contexte historique, social et culturel dans lequel la grosseur ou fatness est vécue et représentée qui lui donne un sens, et comme c'est vrai aussi pour d'autres caractéristiques physiques comme la couleur de la peau, par exemple. Le sens attribué au mot « fat » change donc selon le milieu dans lequel il est employé. C'est donc dire que c'est dans le regard qui appose cette étiquette de gros et grosse, et puis c'est l'ambiguïté de ce terme-là va se faire sentir tout au long des fictions étudiées. De plus, même si les études tentent de se défaire de l'emprise qu'a le discours médical sur le corps, les fat studies entre autres,
Donc principalement le corps gros. La fiction, elle, va témoigner de l'importance qui est accordée à l'imaginaire médical à travers l'insertion, ça et là dans les romans, d'indicateurs biométriques qui visent à démontrer comment le corps gros peut être pris en main. Avant de poursuivre, il me faut souligner une chose. Donc, dans le processus de lecture, dans tout processus de lecture de roman, les personnages sont d'abord considérés comme minces, à moins d'une indication contraire de la part de l'auteur. Lindsay Averill donne le nom de thin thinking, ou la pensée mince, à ce phénomène. La pensée mince serait la façon dont la conscience hiérarchale comprend la minceur à l'opposé de la grosseur et rejette complètement l'idée d'un continuum dans lequel tous les corps seraient valides ou validés. La pensée mince domine le monde dans lequel nous vivons, celui où la graisse n'est pas comprise comme normale ou régulière, mais qu'elle est envisagée comme un échec ou une faiblesse catastrophique qui se doit d'être enrayée. C'est donc dire que dans la représentation de la minceur, dans la représentation, en fait, la minceur est implicite et la grosseur atypique se doit d'être annoncée. Ça vaut en littérature comme ailleurs. Personne ne va donner un rôle à Rebel Wilson au cinéma si le personnage n'est pas gros. Donc, par contre, le cinéma, contrairement à la littérature, peut se contenter de projeter Rebel Wilson sur l'écran, et puis le spectateur va saisir immédiatement la silhouette qui est représentée. En littérature, l'auteur doit choisir avec terme les soins descriptifs avec soin les termes descriptifs pour représenter le personnage, en fait. Donc, c'est dans de telles descriptions que les mots dévoilent ce qui se cache derrière la conception occidentale de la grosseur. À quoi mesure-t-on la grosseur des héroïnes dans un roman? Nous examinerons brièvement quelles marques textuelles nous permettent de comprendre la taille des personnages. Donc, 13 Ways of Looking at a Fat Girl de Mona Awad retrace l'entrée dans l'âge adulte de Lizzie, une adolescente obèse et insécure, tant par rapport à son physique, ses relations sociales et ses aptitudes. Sur plus d'une dizaine d'années, Lizzie perd son surplus de poids, atteint une taille désirable et se marie. Donc, dès le début du roman, Lizzie est convaincue que le secret de la réussite est dans la minceur. Donc, la première citation, « Later on, I'm going to be really fucking beautiful. I'm going to grow into that nose and develop an eating disorder. I'll be hungry and angry all my life, but I'll also have a hell of a time. » Donc, pourtant, si Lizzie était considérée comme grosse au début du roman, il semble plus difficile de se départir de l'état d'esprit qui est associé à son poids que de perdre les kilos littéralement. À mi-chemin dans sa transformation, Lizzie se compare à ses meilleures amies et puis dit « I was much further from my goal indeed. Probably I was male size then. Now I'm half that. » Donc, même si Lizzie est moins grosse que son amie, moins grosse qu'avant, elle n'arrive pas à atteindre son poids idéal et reste malgré tout grosse. Ce qui en dit plus sur la lecture de son corps, puis la perception qu'on a du corps que sur le corps lui-même. Donc, le roman Skinny de Diana Spelcher met en scène un phénomène similaire. Gray, une jeune femme ayant tout juste perdu son père, se tourne vers la nourriture et mange compulsivement. Lorsqu'elle apprend que son père aurait eu en secret une autre fille, elle décide de devenir monitrice dans un camp d'amaigrissement que sa demi-sœur va fréquenter durant l'été. Ainsi, lorsqu'elle rencontre sa collègue, on ressent encore l'ambiguïté du terme de la grosseur ou de la conception de la grosseur et de la minceur. Je cite leur échange. « I'm going to lose 100 pounds, she said. I believed everything she told me. But when she said you're skinny, I looked down at my body and saw all the imperfect pieces of it. I wasn't skinny, not compared to what I'd been a year earlier, and even then, no. I'd never been skinny, not compared to the models who wander around Soho, not compared to my mother. I told Sheena I'm not skinny, compared to me, said Sheena. » Donc, dans son cas, le roman nous indique clairement qu'elle a pris 15 livres depuis la mort de son père, mais ne nous donne aucune indication claire sur sa silhouette avant l'événement, ne serait-ce que « I wasn't skinny, I've never been skinny ». Et il demeure donc difficile de convoquer une image claire des personnages, puisque les seules indications qui nous sont données sont transmises par le biais d'une série de comparaisons finalement symboliques d'une tendance qu'a la société à vouloir sérialiser les femmes, comme l'a écrit Martine Delvaux, à vouloir les aligner les unes à la suite des autres, puis pointer ce qui dépasse. À la lecture de tels romans, notre image mentale des personnages est nécessairement influencée par notre conception collective de la grosseur et de la minceur chez les femmes, notamment celle qui est mise de l'avant par l'industrie de la mode.
Le rapport des protagonistes aux vêtements permet d'ailleurs de mesurer les corps représentés et devient un autre indicateur que peut relever le lecteur curieux ou soucieux de bien saisir le corps de papier qu'on déploie devant lui. Lizzie, l'héroïne de Mona Awad, est décrite par sa mère comme ayant une mauvaise attitude envers l'achat de vêtements. Et puis, dans une scène marquante du roman, après avoir perdu du poids, Lizzie se rend dans un magasin de vêtements qui tient des tailles régulières seulement, et puis elle essaie une robe trop petite pour elle. Pourtant, la vendeuse insiste pour lui trouver des accessoires afin de trouver une solution, et puis là, je cite, au « problem of her flesh », donc à sa chair problématique. Après un monologue intérieur qui témoigne de son humiliation, dans l'humiliation qu'elle vit dans le magasin, Lizzie exprime son malaise à la vendeuse. Puis elle dit « The thing is, I don't want to have to wear a scarf to wear this dress, or a necklace, or anything else. I just want to, wear it. She gives me a look like perhaps given my size and all, I want too much. » Ainsi, le rapport de l'héroïne aux vêtements est bien plus qu'un indicateur qui permet au lecteur de s'imaginer sa taille. Il influence aussi grandement le regard que Lizzie et Gray posent sur elles-mêmes et révèle la façon dont elles sont perçues dans la société représentée, perçues comme quelque chose qu'on doit cacher, qu'on doit réduire, en fait, on doit cacher pour réduire notre malaise, une différence qu'on veut enfermer dans des vêtements trop petits pour les contenir. Si les héroïnes des romans sont lues comme grosses, aucune des héroïnes que j'ai rencontrées jusqu'ici n'est obèse ou ne le reste jusqu'à la fin si on exclut Precious. Les récits racontent souvent une transformation. Soit l'héroïne prend du poids, soit elle en perd. Ce que Mona Awad et Diana Spelcher et d'autres mettent en scène ici, ce sont des femmes qui sont prises avec des problèmes, entre guillemets, de poids. Par conséquent, ce que le roman tend à normaliser, ce n'est pas la diversité des corps, mais les difficultés rencontrées lorsqu'on tente de répondre aux standards de beauté occidentaux. C'est donc dire que les textes reproduisent la croyance qu'il y a un seul corps sain. Le corps gros devient normalisé en tant que problème. On véhicule l'idée qu'il est normal pour les femmes de voir leur corps comme un obstacle à la socialisation et à la réalisation. De fait, même si les romans font la lumière sur des expériences féminines qui ont tendance à être tues, ils sont loin de promouvoir l'acceptation du corps. Ceci agit probablement au niveau de l'identification. En effet, il est plus facile pour la lectrice moyenne, puis j'emploie ça avec des gants blancs, de s'identifier à un personnage qui tente, même avec difficulté, de se maintenir dans la norme, que de la forcer à sympathiser avec un personnage insolemment hors norme et atypique. Après tout, personne ne veut s'identifier à la fille qui dépasse la limite de poids d'un manège, mais tout le monde l'observe avec curiosité lorsque l'employé du parc d'attractions lui demande de s'extraire du siège dans lequel elle s'est encastrée avec tant d'efforts. Si l'obésité est vue et lue dans nos sociétés sous un jour négatif, c'est qu'elle agit en tant que preuve visuelle d'une faute morale, on l'a dit, Jessica l'a dit aussi, donc un manque de contrôle qu'on associe à l'immaturité. Cette assumption passe principalement par le rapport à la nourriture, comme tu l'as souligné. Donc, sous le motif de l'appétit puis de la faim. Comme le souligne Elspeth Probyn, la faim est le lieu de croisement des constants, des désirs et puis des besoins personnels avec la dynamique des identités globales. De fait, dans une économie capitaliste, les publicistes ont su utiliser la faim pour transformer les humains en consommateurs. Donc, ce qui a modifié de facto leur rapport au monde, à la nourriture et puis aux autres. Dans un monde où la nourriture est perçue comme un plaisir hédoniste, où des mots-clics ou hashtags comme food porn comptent plus de 97 millions de publications, nous sommes encouragés à consommer et à apprécier des plats décadents sans grossir. Ainsi, on permet aux gens qui savent maintenir un poids normal avec des guillemets de se laisser aller dans leur rapport à la nourriture, mais on exige des individus avec un surpoids, encore avec des guillemets, de ne pas perdre le contrôle. Ce double traitement est parfaitement illustré dans les romans à l'étude, notamment lors des scènes où Lizzie dîne avec une collègue de travail qu'elle surnomme « The Girl I Hate ». Puis « hate » dans le sens de haïr, pas dans le sens de manger. Donc, elle dit, c'est son monologue intérieur. Donc, there's her groaning and there's her stick legs and there's her aggressively jutting clavicles. There's the cookie monster impression she does after she describes the food she loves. Nom nom. There's how the largeness of the scone seems only to emphasize her impossible smallness. Mainly, there's the fact that she exists at all.
Donc, l'attitude de cette collègue, dont la minceur additionnée au plaisir épicurien qu'elle prend à manger, représente un idéal que Lizzie sait ne jamais pouvoir atteindre. Le laisser-aller éprouvé par la collègue, donc lors de la consommation de nourriture, est encouragé, mais Lizzie sait très bien que ce ne serait pas ainsi pour elle à cause de sa grosseur, à cause de son corps. Ainsi, le même événement, celui de consommer un dessert, change complètement de signification lorsque c'est Lizzie qui l'accomplit. Du plaisir, on passe à la tristesse, à la honte. Lizzie elle-même intègre des stratégies pour éviter d'attirer sur elle plus d'humiliation, s'interdisant certains aliments, du moins en public. Donc, pas pour elle, mais vraiment pour éviter de projeter une certaine image. Donc, je la cite, « We agree that a fat girl with a donut is just too sad of a thing. » Donc, Skinny met également de l'avant un personnage qui, par sa minceur, est autorisé à manger pour son plaisir des aliments considérés mauvais pour lui, l'entraîneur du camp, Bennett. Donc, contrairement à Lizzie, Gray n'entretient aucune haine envers Bennett, même qu'elle est immédiatement charmée par le jeune homme. Donc, l'appétit de Gray, qui était sans limite depuis la mort de son père, disparaît soudainement lorsqu'elle rencontre le jeune entraîneur et puis décide d'essayer de le faire tomber amoureux d'elle. Donc, dans les deux romans, l'appétit et la sexualité se font écho, sont jamais bien loin l'un des autres, et puis un transfert s'effectue entre les deux constamment. Donc, cet appétit, qui est symptôme d'un manque de contrôle, est à la source de l'association entre la grosseur et l'immaturité. Il convoque un caractère incontrôlable, ingouvernable. Et c'est ce qui fait du gros ou de la grosse une figure qui abat les limites, qui les remet en question et menace de les dépasser. La figure de celui ou celle qui dévore tout, qui consomme tout, l'appétit incontrôlable qui les approche plus de l'ogre ou de l'animal que de l'humain, l'appétit monstrueux qui provoque l'inconfort, provoque aussi une peur bien précise, celle de la propagation. Donc, la prise de poids et la faim se doivent d'être contrôlées, et puis c'est le discours médical qui devient l'outil par lequel on tente de faire entrer ces corps dans les rangs. Même si la grosseur a longtemps été associée avec une mauvaise santé, ce sont les années 2000 qui voient le discours encadrant l'obésité en tant que maladie qui introduit la notion d'épidémie. Donc, autour de ces années, le terme « overweight » devient un terme médical fréquemment utilisé, signe que le champ médical tient sous son joug non seulement les individus obèses, mais également ceux à risque de l'être ou de le devenir. La transformation de la grosseur en pathologie, tant par le discours et les pratiques médicales, les mesures prises au nom de la santé publique aussi, évoluent dans un contexte social particulier et en tant que telles promeuvent certaines croyances de longue date, dont plusieurs sont sans fondement scientifique. Par conséquent, plusieurs académiciens ont classé l'obésité dans la catégorie des Culture Brown Syndrome. Donc, il est faux de prétendre que l'attention que porte la médecine actuelle au cas d'obésité est motivée uniquement par l'observation de phénomènes physiques, exemptes de tout jugement moral. La médecine a d'ailleurs toujours été influencée par un caractère moral et a tenté d'empêcher la propagation de certains traits moraux ou physiques considérés non désirables dans une structure sociale donnée. Ainsi, l'attitude de la médecine envers l'obésité trouve son écho dans le reste de la société, jusque dans l'imaginaire. De fait, puisque l'obésité est une maladie chronique, dès qu'un individu est obèse ou dit obèse, il est automatiquement vu comme malade, et ce, peu importe son état de santé véritable. C'est cet aspect nécessairement arbitraire qu'un grand nombre de chercheurs, tant à l'intérieur et à l'extérieur du champ médical, reprochent au discours sur l'obésité. En 1998, le gouvernement américain abaisse l'indice de masse corporelle nécessaire pour être considéré obèse, redéfinissant complètement ce que ça veut dire être obèse, justement. Et puis, du jour au lendemain, des milliers de personnes se réveillent obèses, donc malades chroniques. Quelques années plus tard, on s'inquiète de l'augmentation du nombre de cas, et puis là, on décide de parler d'épidémie d'obésité. On l'a un peu créé, hein? Donc, la notion d'épidémie, comme plusieurs bouleversements scientifiques, a eu une grande influence sur la littérature. Vers la fin du 20e siècle, grâce aux avancements de la médecine moderne et les grandes maladies pandémiques sont pour la plupart éliminées. La peur qu'elles ont pu causer semble quitter l'imaginaire occidental aussi. Cependant, même si la meilleure compréhension des germes et de leur propagation améliore le traitement des maladies, celle-ci ouvre la porte au développement d'un nouvel imaginaire, celui d'une menace invisible. Dans le cas de l'obésité, l'épidémie est en partie rhétorique, donc invisible, mais elle est aussi bien visible à même l'écart. Elle demeure toutefois difficile à définir. Pour Robert Ross,
Définir l'obésité revient à décider ce qui est excessif. L'excès, ou ce qu'on définit comme excessif, devient alors une pathologie, une épidémie, quelque chose qu'on doit combattre. Comme les personnes obèses dans les sociétés, les personnages à l'étude sont donc contenus par le poids d'une norme médicale, ce qui permet de les rendre sympathiques aux lecteurs, de désamorcer leur potentiel dangereux ou excessif. Et puis, ce faisant, on contrôle leur expansion, leur débordement, on les confine à une figure pathétique, à un corps à problème qui ne mérite pas notre attention, dans le but, conscient ou non, de limiter leur propagation. Merci.